La première chose que les entrepreneurs ils font Oui. au niveau de l'acquisition de personnel, c'est qu'ils vont aller avec la formule simple, contractuelle, des travailleurs autonomes. Et ça, j'ai vu ça souvent. Puis beaucoup dans les courtiers immobiliers puis courtiers hypothécaires à succès qui font du profit. Puis souvent, l'ajout d'une petite demi-ressource sur le payroll va faire en sorte qu'ils passent de 20,5 à 12,2 d'impôt. Parce que dans le domaine financier, c'est une question de confiance. Par exemple, on va élaborer un plan, puis ils vont nous confier, ils vont vendre une business, on a 2 millions, 3 millions, 5 millions. Je pense que ça prend vraiment une relation de confiance. Puis la relation de confiance, ça se construit avec plusieurs choses. Là. Avec le temps, oui, avec l'expertise, apporter des solutions qui sont vraiment performantes. On parle de solutions en fiscalité, des solutions d'assurance, des solutions de placement qui limitent l'imposition des compagnies opérantes. Quand j'ai décidé d'atteindre des niveaux supérieurs puis de prendre ma vie en main il y a 8 ans de ça, là, ça a été un game changer pour moi. Si tu avais une maladie grave, ACV, cancer, tumeur, tu auras un chèque, par exemple, de 2 millions. Si ça n'arrive pas, tant mieux, c'est ce qu'on veut. 100% des primes que ta corporation a payées, tu le récupères au personnel sans payer d'impôts. Quand on se met à calculer la rentabilité de ça, tu as eu une couverture pendant tout ce temps-là, tu n'as pas pris de risque de marché pendant 15 ans en plus, tu n'as pas eu de variation, puis tu as fait entre 7 et 12% de rendement, finalement, parce que tu n'as pas payé. Parce que si tu avais sorti tout cet argent-là de la corpo, il aurait fallu que tu t'imposes dessus, alors que tu ne payes pas d'impôts. J'ai dit quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé dans le courtage, que je veux avoir plus de temps, éventuellement quand je vais avoir du succès. Mais le succès pour moi, j'augmente toujours la barre. Ouais. Et quand j'augmente la barre, ben, il y a plus de travail à faire. Quelles sont les stratégies d'éviter de payer autant? Dans une corpo, les stratégies, tu as la maladie grave pour sortir de l'argent de la corpo, tu as une assurance vie. Puis au niveau des placements, ben c'est sûr que tu peux réduire tes revenus de placement avec des fonds en catégorie de société. C'est-à-dire que tu vas faire ton rendement, mais tu vas transformer tout ton gain, au lieu d'être du revenu de dividende ou du revenu d'intérêt, tu vas le transformer en gain en capital, qui coûte à moitié moins cher en impôts. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Monsieur Simon Lefrançois. Simon est un conseiller financier, conseiller en placement. Simon, tu viens de Québec, tu as pris la route ce matin. 3h30 de route pour venir ici. J'apprécie vraiment ta présence là, j'apprécie vraiment. Ça fait plaisir, Saroujan, d'être là. Ouais, good, Simon. Écoute, ça fait un certain temps qu'on a appris à se connaître. Ça fait combien de temps que tu es dans le courtage? Moi, ça fait 25 ans. C'est le courtage, n'est-ce pas? D'autres vont dire du courtage. Moi, j'aime dire que je suis dans le domaine financier depuis 25 ans. Domaine financier, OK. Oui, 25 ans. Ça fait 13 ans que j'ai mon propre cabinet. Avant ça, j'ai été dans le corpo, là, directeur pour des banques, des caisses, et même dans le placement, et même dans le prêt aussi. Dans le prêt hypothécaire? Oui. Oh, insane, t'as tout un bagage. Tout un bagage. Pourquoi tu as décidé après toutes ces années d'expérience et d'expertise, tu as décidé de rentrer dans le domaine financier? Bien, c'était mon premier amour. Ah oui? J'ai commencé dans le domaine financier. J'étais adolescent, j'avais laissé aller les études au cégep, puis j'avais décidé de me trouver un travail, puis c'est le premier travail que j'ai trouvé. Puis d'abord, c'était un travail de vente au départ, c'était avec la Combine. La Combine, il fallait être au bureau avec le boss à 9 h le matin, à midi au restaurant avec le patron, 5 h au restaurant avec le patron, puis 9 h le soir pour faire ton rapport. Ça fait que c'était porte à porte, 9 à 9 toute la journée. Puis ça m'a drivé. J'ai commencé par aimer ça. Puis j'ai commencé par rencontrer les gens. Fait que ce qui m'a amené dans la finance, c'est pas l'amour des chiffres, c'est l'amour des gens, pour commencer. Ouais. Beaucoup disent ça, effectivement. Ouais. Ils disent que c'est... oui, peu importe le produit qu'on vend, on serait bon parce qu'on est bon avec les gens. Oui, je pense absolument. que ce serait bon dans n'importe quel domaine parce qu'on parle avec des gens tous les jours. C'est comme ça qu'on a du succès. C'est ça. Puis si en plus ce qu'on a à offrir peut vraiment changer, peut faire toute la différence. Par exemple, je pense aujourd'hui, j'ai plus une clientèle d'entrepreneurs, mais j'ai eu beaucoup de clients dans le particulier pour qui ça fait toute la différence. Là. C'est la qualité de conseil est là. Je suis très, très nouveau dans le domaine financier. Okay. Donc, Combine, j'imagine que c'est une compagnie qui existait dans le temps, qui existe plus. Ça existe encore aujourd'hui. Oui, ça existe encore. J'ai commencé comme ça. C'est un cabinet de placement d'assurance? Ah non, c'était seulement de la vente d'assurance à ce moment-là, porte à porte. Okay. C'est vraiment là, un premier permis en assurance accident maladie. Après ça, de fil en aiguille, j'ai passé permis d'assurance vie, j'ai changé de cabinet. Avec quel âge quand tu as commencé? J'ai pris de la formation, j'ai commenmé ça, j'avais 21 ans. 21 ans, OK. Ouais. Insane. Et est-ce que tu dirais que beaucoup de choses ont changé depuis?
la façon de faire, les Énormément. conseils financiers, la manière de travailler, d'opérer notre business a beaucoup changé? Tu dis énormément. Ben, je ne sais pas si c'est la manière qui a changé, mais c'est moi, en tout cas, j'ai évolué. Oui, bien sûr. C'est surtout ça. Là. Il y a un problème si tu ne l'as pas fait, l'évolution. Oui. Alors, explique-moi un peu, c'était comment, quelles sont les différences aujourd'hui à l'autre fois? Ben, c'est qu'aujourd'hui, mon coffre d'outils est bien garni. Là. Donc, autrement dit, c'était plus une approche de vente il y a 26, 27 ans pour moi. Là. C'était plus une approche de vente pour vendre un produit d'assurance auquel je croyais, mais c'était une approche produit. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Avec Leader Groupe Financier, ce que j'ai créé, puis même avant ça, dans ma façon de travailler, c'était un one-stop shop pour entrepreneurs. Donc, c'est plus basé sur les besoins de grande importance du client, des gens qui sont là, d'entrer en relation. Puis c'est beaucoup, beaucoup plus de m'intéresser à leur business, à eux-mêmes comme personne, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller. Puis les connaissances en fiscalité, viennent en gestion de placement, en assurance, viennent complémenter tout ça, viennent faire en sorte qu'on améliore la situation. Là. Je me suis toujours posé la question, il y a combien de conseillers financiers au Québec? Dans le courtage immobilier, on est environ... j'ai dit comme si j'étais courtier immobilier. En fait, je suis un courtier hypothécaire. Mais dans le courtage immobilier, ils sont autour de 16 000 à 18 000. Ça change un peu. Dans le courtage hypothécaire, peut-être 2 000 à 3 000, incluant les spécialistes. Chez vous, dans votre domaine, le chiffre ne me vient pas en tête. Ouais. Il y en a beaucoup, mais je peux pas. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de courtiers, de conseillers financiers que courtiers immobiliers? Selon toi? Je penserais que oui. Ah ouais? Il y a plus de conseillers financiers selon toi? Je penserais que oui. Ouais. Mais ça dépend si on inclut tous les conseillers dans les banques, dans les banques. caisses, Ouais, on inclut les indépendants, tout le monde. Je penserais que oui. Ah ouais, OK. OK, c'est intéressant. Et as-tu déjà comparé, exemple, les autres domaines comme le courtage immobilier, le courtier immobilier? Si tu devais recommencer, est-ce que tu serais quand même rentré dans le domaine financier versus courtage hypothécaire comme moi, courtier immobilier comme certaines d'autres personnes? Oui, je recommencerais n'importe quand. Puis je l'ai vu de poche parce que j'ai suivi... j'ai quelqu'un qui est rentré dans ma vie il y a 5 ans, puis qui quittait une job, avait une job à temps plein dans une caisse, puis qui voulait devenir entrepreneur, être maître de son temps, puis de ses affaires, puis qui a suivi son cours de courtage, qui a voulu devenir courtier hypothécaire. Ça fait que je l'ai vu encore plus évoluer à ce moment-là, puis elle a changé. Maintenant, aujourd'hui, elle travaille avec moi. Mais je pense que, pour moi, de ma vision, c'est que le courtage hypothécaire, c'est un peu plus transactionnel. C'est difficile de créer une relation à long terme avec quelqu'un. Premièrement, donc, moi, c'est sûr que ma force, c'est vraiment de créer des relations, entretenir des relations sincères. Puis aussi, j'ai le sentiment que je peux aider mes clients. Entre autres, quand je pense à mes clients entrepreneurs, ça peut être au niveau de l'assurance, au niveau de leur gestion de leur placement, des stratégies fiscales à mettre en place pour être capable de sortir de l'argent d'une corpo. Donc, toutes ces stratégies-là, j'ai beaucoup plus de solutions à apporter pour créer des liens. Si je compare avec le courtage hypothécaire et le domaine financier, effectivement, vos relations sont beaucoup plus longues avec les clients, étant donné que s'ils placent, exemple, de l'argent avec toi, ils doivent faire des suivis à l'année longue pendant plusieurs années, tandis que le courtage hypothécaire, on fait un prêt hypothécaire, on parle beaucoup durant le processus, puis on fait un petit suivi une fois aux 2-3 ans pour s'assurer que tout leur produit hypothécaire est bien placé, qu'ils n'ont pas de questions. Au refinancement, on les recontacte. Alors, oui, on les garde, mais pas autant de suivi, pas aussi proche. Tandis que quand le marché est en descente comme aujourd'hui, là, le téléphone sonne. Oui, on reçoit ce genre d'appels dans le courtage pour les taux d'intérêt, mais je comprends ce que tu veux dire par des relations. Souvent ce que j'ai remarqué dans le domaine financier, c'est que vous avez beaucoup tendance à rencontrer vos clients en personne, surtout quand il y a des centaines de milliers de dollars en jeu. Alors, souvent, les clients, ils aimeraient aussi rencontrer à qui je cède, j'ai dédié mon argent pour que ça travaille. Est-ce que tu rencontres toujours les clients ou est-ce que tu as-tu des transactions? Dis-moi, une question plus intéressante. As-tu déjà closé un client au téléphone qui a décidé de placer on va dire, un très gros montant d'argent au téléphone sans jamais te voir? Pas au téléphone. En vidéoconférence, oui. En vidéoconférence, oui? Oui, absolument. Okay. C'est sûr qu'avec la COVID, je pourrais dire que là, avant la COVID, je rencontrais tous mes
tous mes prospects, tous mes clients Ouais. en personne. Puis la COVID, ça a fait en sorte que moi, ma business a explosé parce que tout le monde est en vidéoconférence. Donc, j'ai triplé le nombre de mes rencontres là, à ce moment-là. Vidéoconférence. Est-ce que Ouais. t'en fais encore aujourd'hui Oui, ou t'es revenu en arrière Le nombre de rencontres en personne est toujours bien présent, là, mais après, beaucoup pour des suivis ou même pour des premières rencontres, ça se passe beaucoup en vidéoconférence. Là. Je dirais 50-50. 50-50? Ouais. Je pense qu'on s'est parlé pour la première fois en vidéoconférence. À moins que je me trompe, je ne me rappelle pas exactement. Là. Par téléphone. Par je téléphone, pense. hein? Par Ouais. téléphone, oui. OK. Ouais. Et tu travailles à Québec, moi je suis à Montréal. Ouais. J'étais allé peut-être 3-4 fois à Québec pour des raisons d'affaires, aussi pour visiter. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur qui vise grand, qui vise le Québec au complet, c'est stratégique de rester à Québec pour grandir? Est-ce que tu penses que tu aurais fait plus en étant à Montréal où c'est très multiculturel, plus de monde, plus d'opportunités, plus de dossiers? Ben, dans mon cas, moi, je demeure à Québec, puis j'ai beaucoup de clients partout au Québec, puis je vise une croissance, puis la croissance se poursuit aussi avec des entrepreneurs de partout au Québec, même si je demeure à Québec. Mais je visite Montréal, mais les gens sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui, là. Je fais de la business avec des gens de Montréal. Je vais me déplacer. Tu es en train de dire que tu es en train de voler notre business. Je vole pas de business. Je te vole pas de business. Moi, je fais pas de prêt. Non, mais tu es en train de voler les business des conseils financiers d'ici. Oui, mais c'est une question de confiance, absolument. Ouais. Maintenant, mon marché, c'est le Québec. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs de Montréal qui me font confiance. Il ne faut pas de différence que je sois de Québec ou de Montréal, parce que on a des bureaux ici aussi à Montréal. Oh, super. Ça me permet de rencontrer les entrepreneurs en personne ici. Ou en vidéoconférence par la suite, ou à leur entreprise, tout simplement. C'est ça la beauté de notre domaine, right? Le domaine financier, courtage hypothécaire surtout. C'est un travail qu'on peut travailler de partout. Right? On peut être à Québec pour aller chercher des clients à Montréal, vice-versa, Gatineau. Avec la vidéoconférence, ça devient de plus en plus facile. Dans le temps, quand tu as commencé il y a une vingtaine d'années, j'imagine que c'était complètement différent. Donc, c'était toutes des rencontres en personne. Oui, vraiment tout en personne. Intéressant. Dis-moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent dans ce domaine, dans le domaine financier, parce que la porte d'entrée est facile. Tu passes quelques examens, puis la porte d'entrée est facile. J'y viens miroiter le courtage hypothécaire, même chose. La porte d'entrée est facile. Secondaire 5, tu passes ton permis de l'AMF. PQAP, puis tout ça. Puis, tu passes ton permis de l'AMF, tu prends tes cours en privé, puis par la suite l'AMF, et boum, tu deviens courtier ou conseiller financier. Mais la guerre commence quand tu commences. C'est là qu'on aperçoit que c'est pas si facile. Tu dois bâtir un brand, une notoriété, une bonne réputation, connaître son produit, avoir une bonne expertise, puis avoir des résultats aussi. Surtout quand tu places l'argent des autres dans le marché, il faut avoir des résultats. Comme ça, le mot va passer pour qu'éventuellement, tu reçois plein de clients, des références. Qu'est-ce que ça prend pour réussir dans ce domaine? Avec tout, t'as vu du monde venir, partir. En fait, je vais reformuler ma question. Pourquoi les gens ne réussissent pas, d'abord, dans ce domaine? Principalement, les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne travaillent pas assez. En général, soit ils ne travaillent pas assez d'heures parce qu'ils ne sont pas habitués d'être entrepreneurs nécessairement. On a beaucoup de gens qui viennent d'autres domaines qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs, qui sont vraiment prêts à mettre les efforts. Mais moi, je pense que dans la vie, c'est aux gens, tout est une question de décision. Est-ce que tu as vraiment décidé de faire ce que tu fais là ou si tu dis, je vais l'essayer puis on verra si ça va aller? Si tu t'es dit, je vais l'essayer puis on verra si ça va aller, c'est sûr et certain que tu es déjà mort d'avance, là. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas remporter la différence. Parce que dans le domaine financier, comme dans d'autres domaines, mais encore plus, je pense, dans le domaine financier, c'est une question de confiance. Quand les entrepreneurs, par exemple, on va élaborer un plan puis ils vont nous confier 50 000 par mois. Ils vont vendre une business en 2 000, 3 000, 2 millions, 3 millions, 5 millions.
Je pense que ça prend vraiment une relation de confiance. Puis la relation de confiance, ça se construit avec plusieurs choses, là. Avec le temps, oui, avec l'expertise, apporter des solutions pour lesquelles tu connais vraiment très, très bien les détails, puis qui sont vraiment performantes. On parle de solutions en fiscalité, des solutions d'assurance, des solutions de placement qui limitent l'imposition des compagnies opérantes. Il faut être connaissant, il faut se former. Ça, c'est sûr et certain, c'est vraiment important. Bien, les gens que je vois qui ne réussissent pas, soit ils n'avaient vraiment pas décidé au départ, ce n'était pas une vraie décision. Ils l'ont essayé, puis ils ne se forment pas ou ils ne travaillent pas assez. Ils vont faire... moi, dans mes débuts, là, je travaillais de 8 heures le matin. J'étais pas rare que je rentrais chez moi à 10, 11 heures le soir. Là, pendant 4 jours, au moins 4 jours semaine. Là. Puis le vendredi, puis le samedi matin, s'il en manquait, je retournais pour en chercher. Donc, il faut être décidé. Hein? C'est comme en général, en entrepreneuriat, c'est valide pour tout le monde. Tantôt, tu as dit une personne dans ta vie voulait rentrer dans le courtage pour être maître de son temps. Mais la réalité, dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas cette possibilité au départ. Plus tard, ça dépend, c'est quoi tes objectifs. Par exemple, moi, si je parle de ma vie, j'ai dit quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé dans le courtage, que je veux avoir plus de temps, éventuellement quand je vais avoir du succès. Mais le succès, pour moi, j'augmente toujours la barre. Et quand j'augmente la barre, il y a plus de travail à faire. Donc, je suis toujours en train de... C'est des challenges. C'est un gars de challenge pour ça. Je suis un gars de challenge, mais c'est aussi pour dire que je suis toujours en recherche de temps. Ouais. Oui, si le jeune chirurgien qui a commencé à 22 ans et il regarde le chirurgien d'aujourd'hui, il va dire « Wow, t'as réussi, chirurgien, t'es bien. Aujourd'hui, tu devrais probablement avoir beaucoup de temps. » Mais la réalité, c'est que je n'ai pas beaucoup plus. J'ai pas beaucoup plus parce que j'ai set la barre encore plus loin car on n'est jamais... on continue à avancer puis on veut d'autres choses. Donc, si ça te rend heureux, c'est ça qui compte. Hein? Ça me rend heureux, ça me garde stimulé. C'est toujours des nouveaux projets qui me passionnent. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Par contre, pour pouvoir prendre soin des gens autour de moi, j'ai besoin de temps. Donc, c'était toujours un débat. Comment je peux trouver du temps pour pouvoir le faire. Ça, c'en est une de mes plus grandes fiertés, moi, comme entrepreneur, d'avoir été extrêmement discipliné. Pas juste dans le travail, mais c'est aussi dans ma vie. Là. Comme récemment, je suis un sportif. J'ai réalisé un demi-Ironman. Donc, ça m'a demandé d'intégrer 10-12 heures d'entraînement par semaine. J'ai 4 enfants aussi. Donc, toujours continuer de s'occuper de tout le monde, d'avoir du temps pour soi. Fait que c'est un équilibre. Donc, plus grande fierté, c'est pas juste réussir en affaires, puis y mettre le temps, puis pas avoir de relations. Mais... donc tu peux avoir tout le succès du monde, mais si tu es apprécié de personne, exact. Genre, tout l'argent que tu fais, t'as aucun moyen de gâter des gens que tu aimes parce que tu n'as pas nécessairement pris soin de ces gens-là au courant de ton progrès. Ouais. C'est sûr que c'est pas la vie. L'humain est fait en sorte que il est plus heureux quand il est en groupe, quand il est autour des gens qui aiment avoir sa présence. Ouais, on est là pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Hein? On est comme des loups. On doit être avec notre pack, sinon ça ne fonctionne pas. Ma question, c'est 4 enfants. Ils ont quel âge tes enfants? Aujourd'hui, 9 ans, 9, 16, 19 puis 21. Comment tu as fait pour garder cette relation avec tes enfants tout en cherchant tes objectifs, tout en attaquant tes objectifs dans le monde de l'entrepreneuriat? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. OK, organisé, c'est le mot. C'est-à-dire que je suis très organisé. Ça veut dire que je détermine ce qui est important pour moi. Je l'ai compris assez tôt. Là. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important, ça se planifie. Puis ce qui est urgent, ça te tombe sur la tête. Là. Tu peux juste réagir. Donc, ce qui est important, je le mets en premier dans mon agenda. Dans mon agenda, j'ai mon temps de travail, j'ai mon temps de rencontre client, mon temps d'admin, j'ai mes enfants aussi dans l'agenda, le temps famille, le temps avec mon amoureuse. Donc, tout ça, c'est planifié. Avec une marge de manœuvre aussi, là, un peu. Là. Donc, je pense que les gens qui réussissent, pas juste en affaires, qui réussissent leur vie, ce sont des gens qui ont un plan et qui exécutent leur plan. J'ai déjà essayé ça, le mettre dans mon agenda. Je suis très discipliné pour mes clients, mais quand c'est pour moi, tu comprends? Je peux me négocier. Peut-être que c'était pas aussi important pour toi, finalement. Probablement. C'est pour cela.
Maintenant, j'ai fait beaucoup de progrès depuis. Mais c'est ça. Donc, si tu le mets dans ton agenda, toi, tu es un gars qui respecte. Oui, oui. Moi, j'attribue beaucoup d'importance à ce que les gens font. Mhm. Donc, c'est important pour moi parce que si j'ai déterminé déjà ce qui est important pour moi et que j'ai déterminé que je voulais poser ces actions-là, si je les skip, je me mets à moi-même. Là. Donc, ça demande du travail et du courage pour être soi-même. Ouais. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On est beaucoup plus négociable envers nos propres intérêts, envers nos propres priorités que les priorités des autres. Exemple, quand on a des clients, ben, on va être sharp. On va respecter. Mais quand c'est pour nous, on a comme toujours ce débat. Il y a toujours deux côtés dans une personne, le bon et le mauvais. Le bon veut le faire, le mauvais il est comme tu peux laisser ça pour une Mais autre au fois. début, c'est normal à un moment donné. Quand il faut, là. Ouais. Comme dirait Dan Martel, là, get shit done. À un moment donné, il faut que tu fasses la job. Là. Puis ça se peut que tu te lèves à 5 h du matin puis tu finisses à 11 h le soir parce que, si tu veux construire, ça se peut qu'il y ait pas mal d'efforts à mettre. Là. Au début, au début. Mais à un moment donné, il faut que tu t'accordes des moments pour toi aussi. Là, puis faut que tu gagnes ton temps là, au fur et à mesure. Parle-moi de ton Ironman. C'est quoi? Ironman, c'est un de tes défis que tu as réalisé puis tu es fier de l'avoir fait. J'ai vu tes snaps sur les réseaux sociaux, tous les efforts que tu as mis. Donc, félicitations pour ça. Merci. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Ironman, peux-tu nous expliquer? Oui, bien là, moi, j'ai fait un demi-Ironman. OK. Juste un demi pour l'instant. Demi, c'est pas mal. Mais c'est quand même pas mal. C'est 1900 mètres de nage. 1900 mètres de nage. Ouais, 90 km de vélo. OK. Puis 21 km de course pour dessert. Ouais. Pour dessert. Ouais. Comment tu t'es senti à la fin? À la fin, à la ligne d'arrivée, là, extrêmement fier de moi. Un accomplissement. C'était un accomplissement de beaucoup de travail, de beaucoup de discipline, beaucoup de visualisation. Parce que c'est 80% mental, 20% physique. Même si la mécanique est bonne, tout est bon, ça demande une bonne force mentale. Combien de temps j'ai fait ça en 6h24. 6h24 pour l'Ironman. Le total. L'entraînement, combien de temps tu t'es préparé pour l'Ironman? À partir de août 2024. Donc, à août 2024, l'Ironman était? Puis 2 mars. 2 mars, janvier, février. Ouais, c'est quelques mois, là, 5-6 mois. Là. Puis dans tes entraînements, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu répliques ce que tu dois faire en Ironman ou pas nécessairement? Comment que ça fonctionne? Là, dans les entraînements, c'est vraiment dans la semaine. Il peut y avoir 2 entraînements par jour. Une sortie plus longue le samedi, mais oui, c'est de la nage, du vélo. Puis de la course. Donc, c'est tout ça. Tu fais tout ce que tu vas devoir faire. Ça, plus la musculation aussi. Là. OK. Ouais. Donc, je te pose la question parce que, par exemple, si on regarde un sport comme le basket, t'as-tu déjà joué au basket? Non. OK. T'as joué au hockey, j'imagine? Un petit peu, mais non, pas très. OK. Pas bon, très on va hockey, prendre le basket parce que je connais beaucoup plus le basket. Tu dois t'entraîner, tu dois dribbler, tu dois. Tout ce qui implique lorsque tu dois jouer. Right? Quand c'est le game night, puis tu dois commencer à jouer avec l'équipe, tu répliques un peu ce que tu as mis dans l'entraînement. Dans Ironman, il y a certaines choses que tu ne peux pas le faire parce qu'on est au Québec, il y a l'hiver, nager, on n'a pas des piscines partout. Alors, est-ce que c'est comme dans une semaine, tu vas dire, OK, je vais faire la piscine cette semaine, la semaine d'après, je vais courir, ou tout en même temps, la même journée? Comment ça fonctionne? Ça prend un plan. Ça prend un plan, OK. Comme je te disais, ça se met dans l'agenda. Fait que ça peut être un exemple lundi matin, mais j'ai un vélo sur un taxe. Là, ça peut être 1h15 de vélo là-dessus avec un plan là, spécifique. Là. Puis après ça, ça peut être partir à courir directement après pour une autre heure. Après ça, directement après? Oui, mais oui, pour se pratiquer, pour les transitions, tout ça. Puis pour accumuler quand même du volume dans ce qu'on a à faire. Le lendemain, ça peut être 2000 mètres de nage, 2 km de nage à la piscine. Après ça, fait qu'il y a un plan préétabli directement dans l'agenda. Puis, il faut que tu respectes ton plan. C'est ça qui va t'amener à être capable d'être prêt. Là, dans une journée, tu vas consacrer avant... Tu consacrais combien de temps dans une journée pour l'entraînement? 2 heures? En moyenne, je dirais entre 8 et 12 heures par semaine. 12 heures par semaine, OK. Ouais, c'est environ 2 heures. Avec les fins de semaine aussi? Inclus, fin de semaine. Ouais. Donc, entre 1h30 à 2 heures par jour, c'est environ ça. Oui, à peu près ça. Puis, au niveau de ton poids, est-ce que tu as perdu du poids?
Tu gagnais du poids? Je dirais que j'ai perdu un petit peu de poids. Là. Ouais. Mais je faisais déjà crossfit, puis musculation, puis course. Là. Si je fais ça, je pense que je vais fondre. Probablement. Je vais probablement fondre. Intéressant. Je pense que ça me pique la curiosité. Peut-être que ça me tente de le faire. Ouais, ça serait intéressant. Okay. Comment tu commences pour quelqu'un qui s'intéresse? C'est comment ça fonctionne? Ouais. Ironman, c'est-tu un brand comme Spartan Race où les gens s'inscrivent? Ironman, c'est un brand. Ouais, c'est un brand. Mais il y a plusieurs. Ironman, c'est un brand, mais je veux dire, c'est la discipline de triathlon, en fait. Là. OK. Donc, triathlon, c'est ça. C'est nage, vélo, course. Parmi tous les sports que tu peux faire, pourquoi tu as décidé de faire Ironman, comme il y a le Spartan Race aussi? Pourquoi Ironman? C'est parce qu'il y a plusieurs sports. Je courais déjà. Mm-hmm. Vélo, ça m'attirait. Déjà, j'avais nagé il y a longtemps. Puis parce que c'est un sport d'endurance aussi. Donc, c'est un sport d'endurance où je pense qu'il fallait que j'amène mon niveau de discipline un peu plus élevé que ce que j'avais avant. Hein? C'est aussi une culte. Il y a plusieurs personnes qui s'entraident, qui vont entraîner ensemble, qui vont se motiver ensemble, puis éventuellement, vous allez tous en voyage. Comme dans d'autres choses. Là, cette fois-là, j'avais fait ça justement à Monterrey. OK, c'est au Mexique. Au Mexique, ouais. OK. Puis il y avait combien de personnes autour? On était un groupe de 3. Puis en tout? Entrepreneurs. 2200 participants. Wow, OK. Oui, beaucoup de Mexicains. Beaucoup de Mexicains. Ouais. Et il faut payer pour participer? Il faut payer. Ça coûte 500 $. OK, c'est pas si pire. Ouais. Pas si pire. Ouais. Intéressant. Vraiment intéressant. Tu penses-tu refaire une autre fois? Oui. En fait, là, je me suis inscrit à plusieurs challenges. Oui? Donc, c'est quoi la prochaine destination? Des demi-marathons dans la région. Là. Demi-marathon. Je me suis inscrit au prochain, un format olympique, un format un peu plus petit de triathlon. Là. Ça, c'est 1500 mètres de nage, 40 km de vélo, puis 10 km de course. Je vais accumuler plus d'expérience en triathlon avant de refaire l'année prochaine, en 2026, un autre demi-Ironman. Lui qui a fini premier, il a fait ça en combien de temps? Je pense qu'il a fait ça en 3h19, quelque chose comme ça. Ça doit être un malade mental, hein? C'est un malade, on peut dire ça. C'est un malade mental. Ouais. Est-ce que tu l'as... T'as-tu connu c'est qui? Non. Non? Non. Parce que moi, je m'aurais intéressé à comment il a fait autant de temps, aussi rapidement, puis à combien c'est des gens, c'est des pros qui s'entraînent. C'est pas 10-12 heures par semaine, là. C'est 20-25 heures d'entraînement par semaine. OK. Probablement qu'ils font ça comme sport aussi. Ils s'entraînent pour aller aux Olympiques. Oui, pour les Jeux du monde ou intéressant. Championnats mondiaux. OK. Exactement. C'est quand le prochain? Là, j'en fais un le 28 juin. C'est Challenge Cap Québec. OK. C'est à Québec, lui. Puis après ça, moi, je vais beaucoup à Cozumel, Playa. J'aime ça aller plonger. Puis je sais que là, Cozumel, en septembre, il y en a un, là, un demi-Ironman. Fait que peut-être que lui, je ne serai pas prêt encore, mais j'aimerais le faire probablement en 2026, celui-là. Il y a un parallèle entre le sport et la business. Je suis aussi un athlète dans mon sens à moi. Je m'entraîne tous les jours. Je vais au gym le matin pour garder la forme. Puis ça transmet aussi au niveau de la business parce que tu as une bonne énergie, tu es en santé, mais tu peux attaquer plus ta journée, tu peux faire plus de choses dans une journée. Donc, selon toi, à quel point c'est important? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ta vie, l'entraînement physique? Bien, ça n'a pas toujours fait partie de ma vie, mais quand j'ai décidé d'atteindre des niveaux supérieurs puis de prendre ma vie en main il y a 8 ans de ça, là, ça a été un game changer pour moi. Ouais. J'avais une autre posture, j'étais plus gras, j'avais moins d'énergie. J'ai déjà traversé des périodes difficiles aussi en entrepreneuriat. J'ai pas toujours bien réussi. J'ai eu d'autres business aussi. Là. J'ai eu de l'immobilier, j'ai eu une épicerie qui n'a pas fonctionné, qui m'a coûté 1 million. J'ai perdu 1 million avec ça. Ça fait que le sport est venu faire un game changer pour moi aussi. Parlons de... Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as perdu 1 million de dollars dans une épicerie. Ouais. Comment on peut perdre autant d'argent dans une épicerie? Ouais. Ben, écoute, j'avais démarré mon cabinet que j'ai aujourd'hui, puis j'étais en transition. Je venais de terminer un emploi avec une banque, une caisse, puis moi, je suis un entrepreneur. Ça fait que, mais, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup plus agi que réfléchi à date. Je suis un doer. J'ai beaucoup, beaucoup d'expérience parce que
on va dire que j'ai peut-être moins réfléchi. On va dire que les analytiques, là, ceux qui passent plus de temps à réfléchir. T'es un gars qui saute de l'avion sans parachute, puis tu bâtis le parachute après. Ouais, je suis pas mal comme ça. Mais là, aujourd'hui, je suis plus sage, d'un parachutiste un peu plus aguerri aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Mais j'ai acheté une épicerie, puis j'ai acheté la boucherie du village, j'ai fusionné les deux, puis j'étais équipé pour vendre une petite épicerie de quartier. 3-4 millions par année, mais je vendais juste 1,2, 1,3. J'ai démarré mon cabinet en même temps aussi. Et tout l'argent que je faisais dans le cabinet, j'ai réinjecté là. Wrong spot. J'avais le mauvais spot. Tu sais, quand on dit location, là, j'avais vraiment J'aurais dû être sur la rue Saint-Jean, mais j'avais 200 sortes de bières de microbrasserie, je décortiquais de la viande sur place, un conseil de cuisson, j'avais des produits du terroir, puis finalement, j'avais vraiment le mauvais spot. Donc, tu dirais que le spot, la localisation est quelque chose qui a vraiment coûté cher? J'avais pas d'expérience en commerce de détail. OK. T'avais-tu un gérant? T'avais-tu du monde à l'interne ou tu travaillais aussi? Du vendredi matin jusqu'au lundi soir, j'étais là. Puis, je savais tout, je faisais tout, je gérais tout au complet. Puis oui, à un moment donné, j'engageais un gérant aussi, là, mais l'épicerie dégageait tellement pas suffisamment de profit là, que c'était difficile. Là, ça fait que, à un moment donné... Pourquoi tu as décidé de rentrer dans le monde de l'épicerie parmi tous les autres entreprises? Je vais t'avouer que, tu sais, avant d'avoir mon cabinet que j'ai aujourd'hui, là, puis d'être propriétaire d'entreprise, d'être propriétaire de mon cabinet dans les services financiers, j'imaginais pas que j'avais ou que c'était possible de réaliser d'avoir autant de succès avec un cabinet de services financiers. Si j'avais su ça, j'aurais jamais ouvert mon épicerie, là. J'aurais jamais fait ça. C'était simplement un moyen parce que je me disais, bon, mais je démarre mon cabinet, je vais faire ce que j'enseigne à tout le monde depuis longtemps, banque, caisse, puis je vais tout simplement démarrer un cabinet de services financiers, puis en faisant ça, puis en ayant une épicerie, je vais être capable de nourrir ma famille, puis les deux ensemble, ça devrait bien aller. Puis j'avais un petit peu d'immobilier aussi, j'avais des immeubles à revenus. Fait que je me disais, tout ça ensemble, là, ça devrait être un beau fit, là, ça devrait bien fonctionner. Puis finalement, ben c'est ça. J'ai comme un deuxième MBA, parce que moi, j'ai une maîtrise en gestion d'entreprise, là, que j'ai fait à Laval, l'Université Laval. C'était un deuxième MBA, mais il m'a coûté le même prix qu'à Boston, mais la localisation est un grand facteur pourquoi ça coule. Dans le commerce de détail. Oui. La localisation. Et l'autre chose que tu dirais qui n'a pas aidé, c'est ton expérience dans le commerce de détail. Oui, c'est sûr que ça a amené des challenges. Par contre, quand tu as acheté, tu l'as acheté d'une autre personne. Oui. Donc, les états financiers... Les états financiers ne reflétaient pas la réalité. Okay. Comment tu peux te protéger? Mettons que tu devrais faire la même chose. Oui. Les états financiers, c'est la chose qu'on regarde d'abord. Je serais plus rigoureux. Je serais beaucoup plus rigoureux avec ça aujourd'hui. Comment on peut vérifier les états financiers pour que ça soit qu'on est certain que ça reflète la réalité? Parce que effectivement, l'état financier peut être... on peut jouer avec les chefs pour mettre ça plus beau. Ouais. Si c'était recommencé, là, je demanderais plus de rapports de vente du système même du magasin pour coordonner là, vraiment, pour aligner les chiffres des rapports de vente avec les états financiers qu'on me présentait. Si c'était recommencé, j'aurais fait ça. J'aurais fait beaucoup plus de due diligence que ça. Là. Dans les états financiers, tu as probablement vu que le profit était intéressant. C'est une des raisons pourquoi tu te dis tout à fait. Si j'achète à 2 millions de dollars, en 4 ans, je rembourse 2 millions avec le profit. Puis après ça, c'est du cash flow positif. Qu'est-ce qui t'a piqué la curiosité dans cette épicerie au départ en regardant les états financiers? Je vais dire qu'il y a une grande partie de ma faute aussi. Là. Dans le sens que souvent, on veut tellement quelque chose, puis il y a certains éléments pour lesquels on se met la tête dans le sable. Il y a des petits red flags qu'on voit, qu'on se dit « Ah, mais c'est pas grave. » Mais finalement, ces red flags-là étaient beaucoup plus importants avec le recul aujourd'hui que ça aurait fait en sorte que j'aurais jamais acheté l'épicerie. Donne-moi un exemple concret. C'est vrai que au niveau de red flags, là, c'est important. Moi, j'ai un dicton, une philosophe à moi. Du moment que there's a small red flag, don't avoid it. Parce que ce small red flag peut devenir un big red flag plus tard. J'ai appris, c'est sûr que j'ai appris à les écouter beaucoup plus et à aiguiser mon intuition aussi aujourd'hui avec ça. Là. Mais ça, c'est l'expérience qui amène ça. Hein? Quand tu te trompes, veux pas, bon, t'apprends un peu plus. Là. Mais des exemples de red flag,
sais, tu sais, j'aurais dû y aller plus souvent pour vérifier l'achalandage ou... tu sais, il y avait des grandes différences dans les saisons aussi, là, tu sais, je veux dire, au niveau du chiffre d'affaires. Hmm. Donc, tu sais, ce qui se produisait dans ce commerce-là, ça marchait très, très bien de mai à août, septembre. Mais après ça, là, il y avait une grande période de ralentissement aussi. Puis je pense que cette période de ralentissement-là, elle a été... J'aurais dû creuser un petit peu plus parce qu'elle a été diminuée dans les chiffres, là. Dans les épiceries, Ouais. contrairement dans une business comme la nôtre, le marketing, est-ce que c'est quelque chose de très important, le marketing, pour attirer plus de clients? Bien, Parce qu'il y a comme une épicerie à chaque coin de rue, donc oui. comment tu fais pour pouvoir aller chercher plus de clients? J'ai plusieurs réponses à ça, mais Ouais. toi, de ton côté, comment tu vois ça? Ben là, j'avais créé une communauté, tout simplement, sur Facebook. Là. J'avais construit quand même une bonne page par rapport à ça. Mhm. Puis c'était toujours l'idée de remporter la différence aussi. Qu'est-ce que tu peux faire de différent pour te différencier de tes concurrents? Mais j'avais tous les éléments de différenciateur. Là, tu sais, le conseil de cuisson, décortiquer la viande sur place, fabriquer notre propre saucisse, d'avoir des... J'avais rapatrié beaucoup de produits du terroir, des petits producteurs du coin aussi. Donc, j'avais des produits plus fins, plus différenciateurs là, de mes compétiteurs à ce moment-là, mais je n'étais pas au bon spot. Parce que j'avais pas le bon public cible. Les gens avaient... J'avais pas assez un bassin de clientèle. J'aurais dû faire une étude de marché. Cette épicerie existe-t-elle encore aujourd'hui? Non. Ah, OK. Non, elle n'existe plus aujourd'hui. Là. Le bâtisse a été vendu, puis c'est un vétérinaire qui est installé là. Puis, Intéressant. Revenons, je pense qu'on a on fait le tour de ça. fait le tour de ça, puis je comprends. Ouais. L'objectif de en parler, c'est Ouais. c'est qu'on puisse apprendre des autres, des erreurs des autres. à fait. C'est ça l'objectif. Donc, quand tu vois le premier red flag, essaye de suivre ton intuition, puis essaye de peut-être te reposer plus de questions, voir ce que c'est vraiment pour toi, étudier, Oui. prendre des experts qui ont réussi dans ce domaine, ça aide aussi. Je sais pas à quel point tu as consulté des gens qui réussissaient déjà dans ce domaine pour voir qu'est-ce qu'ils auraient fait dans ce... Pas tellement, non, pas c'est assez, ça. pas assez. Ça, Mais c'est- ce que j'aime dans mon métier aussi, parce que moi, je suis un passionné de l'entrepreneuriat, Mhm. c'est que je rencontre mes clients qui sont entrepreneurs, donc c'est des entrepreneurs au service d'eux, là, finalement, mais c'est que toute la somme de mes expériences, ça ne se limite pas à une stratégie fiscale, conseiller un placement, ou c'est que je m'intéresse à leur business, puis souvent, ben, ça déborde le cadre, là, parce qu'on va parler de stratégie marketing, on va parler qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts, on va, tu sais, souvent, même ce que le comptable ne fait pas, il va le retrouver avec moi là, parce qu'on va faire du coaching, de la comptabilité de management. Ça fait que souvent, ça va un petit peu plus loin. Là. Revenons au sujet du domaine financier. Oui. Tantôt, je te pose la question, pourquoi les gens ne réussissent pas? Oui. Et pourquoi les gens réussissent dans ce domaine? Ouais. Ce que tu as remarqué, incluant toi, qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là, à part, oui, bien sûr, mettre les heures, mettons à part mettre les heures, avoir l'expertise, y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que, OK, quand cette personne implémente cette stratégie, souvent, ils ont du succès? Bien, ça m'amène à te dire qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons. OK, tu l'as entendu dans n'importe quel domaine. Là, si quelqu'un se lance en service financier pour faire de l'argent, il ne réussira pas. Là. Ça veut dire que je dirais que c'est pas quelque chose qui s'acquiert ou qui s'achète. C'est que quand tu fais quelque chose avec un désir sincère d'aider, je pense que tu l'as de toute façon, peu importe ce que tu fais. Donc, un des éléments différenciateurs, c'est si vous lancez en service financier, assurez-vous d'avoir vraiment le désir sincère d'aider les gens en face de vous. Pas seulement que de vendre un produit pour faire de l'argent, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, puis ça se sent, ça. Donc, j'aime ça dire, ouais. tu as totalement de raison. Quand tu cours après l'argent, ben, l'argent va courir beaucoup plus vite et tu ne vas jamais rattraper. Mais c'est comme quand tu cours derrière une femme, forte chance que tu la rattrapes. Malheureusement, parce que tu étais tellement moi, je te fuis. envieux. Moi, je te fuis, en tout cas. Ouais. Tu es tellement envieux, tu as tellement soif et ça t'a l'air même... ça fait même peur. Un peu la même chose avec l'argent. Donc, quand tu cours après l'argent, ben, c'est forte chance que tu ne vas jamais le trouver. Mais quand tu es passionné dans ce que tu fais, puis tu fais pour les bonnes raisons, l'argent Puis en vient plus, avec. tu es performant, tu es compétent dans ce que tu fais, ben, c'est sûr que tu remportes la différence. Là. Mhm. Ça fait une différence. Là.
Alors, tu dirais que c'est de ne pas courir après l'argent, c'est de passionner dans Je dirais, assurez-vous d'avoir cette qualité-là, là, d'être bienveillant, puis d'avoir un désir sincère d'aider les gens. Là. Ça paraît cliché, mais c'est vraiment de base. Là. L'autre chose, je dirais, dans le domaine des services financiers, c'est pour se différencier, parce qu'il y en a beaucoup de conseillers financiers, là, c'est vraiment d'aller, comme moi, ce qui fait vraiment une différence, c'est vraiment mes connaissances en fiscalité corporative. Okay. Donc, ce que je remarque quand je prends un dossier, la plupart du temps, ça arrive très, très souvent que mes clients entrepreneurs vont faire affaire avec un conseiller pour déplacement, un conseiller pour de l'assurance, un comptable, un avocat d'affaires. Mais ces gens-là, ils vont souvent avoir une approche produit. Donc, ils vont tout simplement recommander, donner un conseil pour un produit qu'ils ont avec eux. Mais c'est sûr que moi, le fait d'avoir une vue d'ensemble sur tout ça, ça fait une vision claire. Donc, un des éléments différenciateurs, c'est vraiment de bien connaître les gymnastiques fiscales qui existent entre une compagnie opérante, une compagnie de gestion puis une fiducie, puis d'amener des éléments différents comme les revenus de placement que tu fais dans ta compagnie de gestion peuvent avoir de l'impact sur ton taux d'imposition de ta compagnie opérante. Mais il n'y a pas beaucoup de conseillers financiers qui l'appliquent ou qui sont à l'aise à parler de ça aussi. Donc, moi, là, ça, je remporte souvent la différence avec ça. En plus, c'est le point de vue compétence, ça, c'est à part le... Parlons d'un site de ce produit, ça m'intéresse. Oui. Alors, tu dis que les rendements que tu fais dans une compagnie peuvent affecter ta compagnie opérante. Tout à fait. What do you mean by that? Tu sais, là, à un moment donné, un entrepreneur, au bout de 5 ans, 6 ans, à un moment donné, là, il fait de l'argent. Hein, il se dit, je sais pas, moi, je vais faire 600 000 de profit, j'en ai besoin de 200 pour vivre. Il en reste 400 dans sa corpo. Bon, là, tu sais, il existe la DPE. Donc, déduction pour petite entreprise. J'ai souvent, ce soit des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires dans le commercial qui réussissent très, très bien. Sur leur payroll, ils ont une adjointe, puis ils font ça, 400, 500, 600, 700 000 de profit déjà, parce qu'ils réussissent très, très bien. Bien, s'ils savaient qu'ils engageaient sur le payroll là, 25 heures de plus par semaine, bien, ils atteigneraient leurs 5 500 heures. Puis avec ça, ils sont admissibles à payer 12 % d'impôts dans leur société plutôt que de 20 %. Fait que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. T'aimes-tu mieux payer 20 % d'impôts dans ta corporation ou payer 12 %? Et ça, c'est le petit taux pour le premier 500 000 de profit que tu peux avoir. On appelle ça le petit taux. Mais si tu as des placements dans ta corporation ou tu as des placements dans une société de gestion qui est liée à ta corporation, ta compagnie opérante, là, quand tu fais du revenu de placement, ou on appelle ça des distributions, tu as du revenu passif ou même tu as de l'immobilier, tu as des immeubles dans ta compagnie de gestion. Pour chaque dollar qui dépasse 50 000, tu viens réduire ton cap de 500 000 de 5 $. Fait que tu peux te ramasser à payer 120-125 % d'impôts. Là. Donc, par tes revenus de placement dans ta société de gestion, tu peux avoir un impact puis te ramasser à payer 26 % d'impôts sur ton premier 500 000 de profit au lieu de 12 là. Si tu n'as pas fait attention au type de revenus que tu vas avoir dans ta compagnie de gestion. Okay. Revenus d'intérêt, dividendes, gains en capital. Donc, il y a des solutions pour ça. Le bon type de placement. Quelqu'un qui veut, exemple, la première chose que les entrepreneurs ils font au niveau de l'acquisition de personnel, c'est qu'ils vont aller avec la formule simple. Contractuels, des travailleurs autonomes. Bien, ça, j'ai vu ça souvent. Puis beaucoup dans les courtiers immobiliers puis courtiers hypothécaires à succès qui font du profit. Puis souvent, l'ajout d'une petite demi-ressource sur le payroll va faire en sorte qu'il passe de 20,5 % à 12,2 % d'impôt. Donc, il faut mettre dans un payroll, tu me dis. Donc, si par exemple, je t'engage, puis écoute, tu ne veux pas te payer un salaire, tu vas avoir même des meilleurs avantages si tu fais full price. Est-ce que tu peux avoir les mêmes implications? Je ne peux pas te donner une règle de pouce pour tout le monde. C'est du cas par cas. Mais ça pourrait arriver que c'est avantageux. Non, mais tu n'étais pas dans mon payroll. Tu es sous contrat. Non, c'est pas pareil, sous contrat. Tu comptes pas. Pour la DPE, tu ne comptes pas. Là. Toi, tu comptes comme entrepreneur, tu comptes pour 2080 heures. Oui. Si tu as une autre personne à temps plein, c'est 2080. Mais lui, il n'est pas dans mon payroll. Mais lui, c'est pas sur ton payroll, il ne compte pas, puis tu payes 20,5 % d'impôt dans ta corpo. Okay. Demain matin, tu le mets sur ton payroll, tu as 5 500 heures au moins, là, tu passes de 20 à 12 %. C'est le genre de truc qui fait toute la différence là, pour quand les entrepreneurs passent dans mon bureau. Là. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis pourquoi tu penses que certains décident d'aller en
tu décides d'engager des travailleurs autonomes que des gens dans payroll. C'est quoi le mythe, les désavantages qu'ils voient? Ben, je pense que quand il y a un lien d'emploi, c'est parce qu'ils ont peur. Probablement, ils ont peur. Ils se disent, je suis comme si c'est un employé, ben je vais avoir comme une obligation supplémentaire par rapport à cette personne-là. Puis, tu sais, tandis que s'il est à contrat, il dit, la semaine d'après, si jamais il arrive quelque chose, j'ai pas de travail pour lui parce que mes affaires vont pas aussi bien que je pensais, je pourrais tout simplement lui dire, j'ai pas de travail pour toi. Je pense que c'est ça. Mais rendu à ce niveau-là, tu dois pas te poser cette question-là. Puis quelqu'un qui est travailleur autonome, oui. T'as des stratégies comme ça pour quelqu'un qui n'est pas incorporé, mais il travaille autonome? Non. Bien, il y a des stratégies pour les travailleurs autonomes. Mais on est plus limité. Disons qu'on a on a beaucoup plus d'outils là, quand on est incorporé là, pour pouvoir faire des stratégies comme ça puis réduire la facture fiscale des entrepreneurs. Intéressant. Ouais. Intéressant. Toi, là, on a chacun un produit dans nos poches qu'on le sort et ça permet de gagner pas mal la clientèle qu'on veut. Oui. C'est quoi le produit qu'il y a peu de gens connaissent, mais ça sauve des centaines de milliers de dollars, soit en imposition, soit en taxes, ou ça permet de créer plus de revenus à une personne, par exemple, à une société? Oui, bien, déjà, ce que je vends, moi, c'est mes services puis mon expertise. Fait que déjà, ce que je viens de te parler là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne connaissent pas ça. Ou soit ils le connaissent puis sont déjà admissibles à la DPE, mais quand on le met en place, ben après, ça leur permet d'économiser beaucoup d'impôts. Et ça, c'est bien. Puis après, c'est des solutions d'investissement. Dans les solutions d'investissement, ça prend les bonnes solutions d'investissement pour limiter le revenu passif. Fait que ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, c'est des solutions d'assurance qui sont super intéressantes. Par exemple, ça peut être tout simplement une police d'assurance maladie grave. La Corpo va payer, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 000 par année. Puis au bout de 15 ans, tu peux récupérer tout l'argent au personnel sans payer d'impôts. Oui, ça, c'est... Donc ça, c'est intéressant. Ça amène un rendement au moins, quelquefois, entre 7 et 11 % de rendement sûr. Parce que ton économie, ton rendement, c'est sur l'impôt que tu n'as pas payé. Là. Si tu te sortais de l'argent de la compagnie, ben, tu paierais peut-être entre 29 et 39 % de dividendes, d'impôt en dividendes. Fait que ça, déjà, tout de suite, en partant, c'est un 7 à 11 % là, de rendement garanti. Mais plus que ça, après, il y a de l'assurance vie où tu vas investir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est ça qu'on appelle le infinite banking? Non. Okay. Non, ça, c'est pas ça. Ça, l'assurance maladie grave, c'est. Tu prends ça, tu payes 20 000 par année. Ta corpo va payer, mettons, 18 000, toi, personnel, 2 000. Parce que tu vas payer l'option de remboursement de prime au personnel. Fait que après 15 ans, tu n'as pas été malade, tu n'as pas réclamé. Si tu avais une maladie grave, ACV, cancer, tumeur, tu auras un chèque, par exemple, de 2 millions. Si ça n'arrive pas, tant mieux, c'est ce qu'on veut. 100 % des primes que ta corporation a payées, puis j'ose souhaiter que c'était à 12,2 % ton impôt, là, pour lequel tu as payé juste 12 % d'impôt, tu le récupères au personnel sans payer d'impôt. Fait que quand on se met à calculer la rentabilité de ça, bien, tu as eu une couverture pendant tout ce temps-là, tu n'as pas pris de risque de marché pendant 15 ans en plus, tu n'as pas eu de variation, puis tu as fait entre 7 et 12 % de rendement finalement, parce que tu n'as pas payé. Parce que si tu avais sorti tout cet argent-là de la corpo, il aurait fallu que tu t'imposes dessus, alors que tu ne payes pas d'impôt. Là. Fait que ça, c'est maladie grave. L'autre, l'infinite banking, ce que les gens appellent, qui tourne beaucoup, avec beaucoup de conseillers financiers là, sur les réseaux sociaux, c'est tu vas payer 50, 100, 200, 500 000 par année dans une police d'assurance vie. Mettons que tu donnes 500 000 par année pendant 10 ans, puis c'est avec de l'argent pour lequel tu as payé 12 % d'impôt. Bien, au bout de 10 ans, peut-être en valeur de rachat, tu vas avoir 5,5 millions. Bien, tu peux, au personnel, emprunter sur cette police-là jusqu'à 90 % de la valeur. Donc, tu vas avoir un bon 4,5 millions dans tes poches pour lequel tu ne payeras jamais d'impôt parce que c'est à toi. Tu as une garantie. Le prêt est adossé sur la garantie de la police. Puis tu ne rembourses jamais de ton vivant, si tu veux, c'est quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, le capital assuré va monter, le prêt aussi. Mais le capital assuré va être versé pour rembourser le prêt. Toi, tu as touché ton argent non imposable. Puis en plus, tu planifies ta succession. Puis plus loin que ça, pour les entrepreneurs aguerris et qui ont le profil, on peut faire un plan de financement immédiat. Donc ça, il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font au Québec. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, vraiment, puis qui sont guéris pour le faire. Là. Ça prend au moins une prime de 200 000 par année. Là. Mais si tu veux, la première année, on finance ta prime. C'est-à-dire qu'on va déterminer que c'est 200 000 pendant 10 ans, exemple, ou 8 ans,
Puis on va t'octroyer une marge. Puis au lieu d'utiliser ton cash flow, on va te le prêter, ton 200 000. On va le prêter à ton entreprise. Puis là, ben ça, c'est une rentabilité extraordinaire. Tu triples la rentabilité avec ça parce que tu fais de l'argent dans une police d'assurance pour laquelle tu as emprunté. C'est le même principe que les immeubles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'il a dit. Moi, j'ai absolument rien compris. Bon, je suis désolé. Alors, on va juste recommencer. Ouais. Parce que t'es allé vraiment vite. Et j'en ai beaucoup entendu parler d'Infinite Banking, mais je ne maîtrise pas ça à la lettre. On recommence, OK. Mais ça va aider les gens qui ont le même avantage que moi, qui ont peut-être compris quelques affaires, puis d'autres ils ont moins compris. Donc, le 500 000 par année que tu dis. Donc, mettons 100 000 que tu as investi. Donc, si je décède, exemple, j'ai signé pour $1 million que je récupère, right? Par exemple. Deuxième année, je décède, bon, j'ai $1 million pour ma famille. Ouais. Maintenant, le 100 000, ce que tu essaies de dire, c'est que je peux mettre un collatéral sur le 100 000, un peu comme dans l'immobilier. Je mets le collatéral et j'emprunte de l'argent. Oui. Nous, on appelle ça le ratio pré-valeur. Jusqu'à combien qu'on peut emprunter sur ce. Mettons qu'on a une maison, un immeuble de $1 million, les banques permettent d'emprunter jusqu'à 80%, donc 800 000. Oui. Dans ton cas, à toi, dans l'Infinite Banking, jusqu'à combien que je peux emprunter de ce 100 000? On va dire ça après 10 ans. On va dire qu'il y a regarde bien ça, il y a le scénario de base, puis il y a le scénario amélioré qui est le meilleur des scénarios là, pour les gens qui ont le profil. Dans le scénario de base, là, tu utilises ton argent corporatif, là, la police est dans la corporation, puis toi, tu prends 100 000 de tes liquidités par année pour investir dans le contrat d'assurance vie. Plus tard, après 10 ans, 15 ans. On va dire 10 ans. On va dire 10 ans. Là, en valeur de rachat, tu as peut-être l'équivalent d'environ 1 million. Parce que j'ai investi 1 million pendant 10 ans. Oui, mais tu as eu une couverture d'assurance. Il y a eu un coût d'assurance. Là. OK. Peut-être c'est 1,1, 1,2 aussi. Là, ça dépend des projections. Là. Mais là, tu peux, au personnel, avoir un ratio, avoir l'argent. Donc, emprunter sur une police qui est détenue par la corporation, mais avoir l'argent au personnel, que ce soit non imposable, parce que ce n'est pas un revenu, c'est un emprunt. C'est un emprunt. Et jusqu'à combien que je peux emprunter sur 1 million? 90 OK, donc le ratio pré-valeur quand c'est au personnel. D'accord? Ben, ça, tu peux avoir de l'argent. Fait que ça, c'est très, très intéressant. À quel taux? 5 5 ben ça, c'est le taux du marché, en fait. Oui, tout à fait. 5 Parce que le taux préférentiel était à 275 actuellement. Donc, vous le prêtez plus. Donc, dépendamment du taux préférentiel, ça change. Ça change, oui. Puis l'autre scénario, qui est vraiment pas pour tout le monde, puis qui est encore plus rentable, ça prend un prêt minimum de 200 000 par année. Ce scénario-là, là, tu vas avancer 200 000 de ta liquidité quand la police est en place. 48 heures plus tard, on va avoir un prêt qui a déjà été approuvé sur la police. Là. De combien? 100% de prêt-valeur. Donc 200 000. 200 000, on reverse 200 000, on te redonne ton argent 48 heures plus tard pour payer ta prime d'assurance. Pour payer ma prime d'assurance. Oui, pour payer ton montant. Fait que là, on a le même principe. Pour payer le montant? Pour payer le 200 000 de prime. Donc, j'ai déjà donné 200 000 à cette prime, puis je récupère ce 200 000. Oui, parce qu'on te le prête. OK, on te le finance, ta police. Le mois prochain, je dois remettre un 200 000. Pas le mois, l'année prochaine. L'année prochaine, oui, excuse-moi. Chaque année, comme ça. Là, tout ce que ça te coûte dans ta corporation, là, la seule chose que ça te coûte, c'est l'intérêt. Ouais. Mais après, les valeurs de rachat, tu peux refinancer ta police puis avoir énormément d'argent de ça. Là. Donc, j'ai investi 200 000, on me redonne ces 200 000, et là, ça veut dire que je suis break-even, je suis à zéro. C'est-à-dire que l'argent que j'ai sorti, le moins 200 000, je suis à zéro actuellement. Tu as peut-être un 12-13 000 d'intérêt. Oui, 12-13 000 d'intérêt. Dans ta corpo. Alors là, de 200 000 que j'ai injecté dans l'investissement, dans cette prime, est-ce que je vais avoir, je peux déduire ce 200 000 de mes revenus nets? Pas le 200 000, tu ne peux pas le déduire, mais le coût d'assurance, tu peux l'appliquer contre d'autres revenus. Si tu as des revenus, par exemple, d'immobilier, du revenu passif, ou aussi du revenu de placement, tu peux appliquer les coûts d'assurance en déduction de ces revenus-là. Les intérêts que tu parles, c'est ça? Les intérêts, puis aussi, il y a une partie du coût d'assurance qu'on peut déduire. C'est quoi le coût d'assurance? Bien, c'est que c'est variable pour chaque personne. Ouais. OK? C'est un dossier, c'est complexe. Ouais. Ça prend c'est pas pour tout le monde, mais il faut s'asseoir pour le calculer, là, vraiment, pour chaque cas particulier. Là. Mais c'est quelque chose, c'est les concepts d'assurance les plus avancés au Québec qui se font, puis ça se fait pas avec tout le monde non plus. Okay, mais si j'ai bien compris, l'avantage que j'ai, c'est que je viens de sortir 200 000 de ma compagnie.
j'ai obtenu ce même 200 000 avec l'intérêt. Donc, j'ai break-even. Mais et l'année prochaine, je refais la... Mettons, je t'amène au bout de ça, c'est Rujan. Mettons, je t'amène au bout de ça, puis je sais pas moi, au bout de 15 ans, peut-être ça va t'avoir coûté, je sais pas moi, 150 000 en intérêt. Oui. Mais parce que je refinance la police, je vais peut-être te sortir 1,4, 1,5 million à toi, là, non imposable. Là. Mais est-ce que chaque année, je refais le même prêt? Parce que c'est comme ça que je vais La marge va être autorisée d'avance. C'est comme ça que j'ai break-even. Oui, à chaque année. Tout à fait. À chaque année. On va financer le projet au complet. Il y en a un récent pour lequel on fait ça ce mois-ci, là, présentement. Là. Lui, c'est sur 6 ans. Mais chaque année, je m'endette de 200 000 de plus. Parce que si tu t'endettes de 200 000 de plus, mais la police, la valeur, elle est là. Donc, si au cours, après 10 ans, j'ai 200 000 fois 10... Tu as mis 2 millions? Donc, j'ai mis 2 millions. J'ai investi 2 millions dans la prime. J'ai fait un prêt de 2 millions aussi parce que chaque année... Oui, tout à fait. OK. Mais alors, il faudrait que la valeur de rachat est à 4 millions pour que je suis gagnant. Non, parce que en fait, avec le temps, tu ne mettras plus d'argent là. Puis les participations, parce qu'il y a une grande part de revenus, le rendement qui se fait à l'intérieur du contrat est non imposable parce que c'est à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. Donc, le rendement continue, puis c'est non imposable. Ça ne vient pas toucher à ton revenu passif. Là. Puis, là, tu ne mets plus d'argent là-dedans. La police, le deal est autonome. Ça veut dire qu'il continue de profiter. Le capital assuré continue de grandir. La valeur de rachat continue de grandir aussi. Puis, quand tu décides de refinancer ta police, bien là, tu peux ressortir de là peut-être 1,4, 1,5 million dans ce scénario-là, là, non imposable à toi. Là. La seule chose que ça t'aura coûté, c'est les intérêts dans ta corpo. Intéressant. Un autre sujet. On va finir avec cela, puis on va revenir à l'entrepreneuriat parce qu'on arrive à nos fins. Mais ça m'intéresse beaucoup, ce genre de conversation, car enfin, je fais beaucoup de sous. Puis je dois trouver des façons des solutions. Ça fait partie des meilleures solutions pour sortir de l'argent d'une corpo. Il doit trouver des solutions. Puis si tu es ignorant, puis tu te dis, ma mentalité avant, c'est tu as plus de dettes, mais fais plus d'argent. Tu as plus de dépenses, fais plus d'argent. Mais à un moment donné, il y a Uncle Sam, comme on appelle aux États-Unis, là, qui est derrière toi pour les impôts. Oui. Alors, il faut optimiser, il faut aller chercher des stratégies. Tout à fait. Donc, ceux qui ont le même inventaire que moi, on commence enfin à voir les fruits de nos résultats. Oui. C'est ça, les fruits de nos résultats. Oui. De nos efforts. Nos efforts. Les fruits de nos efforts. Oui. Oui, exact. Les fruits de nos efforts. C'est important de savoir les stratégies. Donc, dernière question avant qu'on termine ça, Simon. Dis-moi, au niveau des rendements passifs, par exemple, il y a quelqu'un qui investit l'argent dans la bourse. Oui. Il y a un taux d'imposition. C'est quoi le taux d'imposition dans une incorporation, exemple? 50 50 Dès le premier dollar que tu gagnes en revenu de placement ou même en revenu de location, c'est du revenu passif. Oui, 50 ou même de revenu de loyer. Tu sais, de revenu de. Ben, dès le premier dollar, tu t'imposes à 50 50 des intérêts que tu gagnes. Oui, tout à fait. Maintenant, j'en connais du monde qui sont capables de baisser ça vraiment bas, à 20 environ. Quelles sont les stratégies au niveau d'éviter de payer autant cher? Mais tu parles dans une corpo, là? Dans une corpo, oui. Ben, dans une corpo, les stratégies, tu as la maladie grave pour sortir de l'argent de la corpo, tu as une assurance vie. Puis au niveau des placements, ben, c'est sûr que tu peux réduire tes revenus de placement avec des fonds en catégorie de société. C'est plus complexe. Les fonds en catégorie de société, ça prend une structure qui est plus évoluée au niveau fiscal. C'est-à-dire que tu vas faire ton rendement, mais tu vas transformer tout ton gain, au lieu d'être du revenu de dividende ou du revenu d'intérêt, tu vas le transformer en gain en capital, qui coûte à moitié moins cher en impôts. Parce que le gain en capital, ben, c'est seulement la moitié du gain qui est imposable. Donc là, on peut réduire ton 50 % de revenus d'impôts à payer peut-être à 25 %. Puis, comment s'appelle cette stratégie? Société, quoi? Bien, ça, c'est des fonds. C'est des fonds en catégorie de société qui permettent d'appliquer des pertes contre des revenus à l'intérieur pour limiter les distributions aux détenteurs de parts. C'est quoi l'engagement de l'entrepreneur? Il n'y a pas d'engagement. C'est juste qu'à un moment donné, tu as des sommes à investir. Tu veux limiter... On va dire que j'ai fait 1 million en intérêt. Oui. Okay? Je suis 500 000 imposés en ce moment.
500 000 de mon profit est imposable, right? 1 million en intérêt. En profit. En profit de quel... D'un placement, parce qu'il faut faire la différence. Ouais, en profit de placement, parce qu'il y a une différence entre une compagnie active puis une compagnie passive. Là. Du revenu passif, c'est différent. Là. OK, bien, dans les deux cas, est-ce qu'on est à 50% imposé? Mais non. Okay. C'est comme... Si tu as une compagnie, c'est du revenu actif, par exemple, que tu vendes des voitures, que tu vendes des prêts hypothécaires, là, tu payes 20 ou 12 ou 26. Non, là, je parle de passif. On parle de revenu passif. J'ai investi dans la bourse, exemple. J'ai placé mon 10 millions, je fais 1 million par année en intérêt. Dans le 1 million, le 500 000 est imposable, n'est-ce pas? Dans 50% de mon million. Ça, c'est si c'est imposé à du gain en capital. Là. Sinon, c'est à 100% imposable. Sinon, le million complet est imposable à 50%. À 50%. Le 1 million était imposable à 50%. Oui. OK, puis... Tu as 3 types de revenus. Tu as du revenu d'intérêt. Oui. Ça, c'est imposable à 100%. Tu as du revenu de dividende, qui est du revenu d'entreprise. Ça coûte un peu moins cher en impôt parce que tu as un crédit d'impôt pour le dividende canadien. Mm-hmm. Puis tu as le gain en capital. OK. Oui. Donc, qui est imposé seulement à 50%. La moitié du gain est imposable. 100% de mes intérêts sont imposables. Oui. Maintenant, dans la stratégie que tu t'amènes, c'est d'aller chercher, de transformer en gain en capital. Puis pour transformer, c'est un conseiller financier, c'est un comptable qui va pouvoir le faire. Et y a-t-il l'implication pour l'entrepreneur? Bien, en fait... Ou je te dis, tiens... Ça prend les bons types de placements. Ça prend les bons types de placements au départ. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui ont des compagnies de gestion. Puis au départ, ils n'ont pas installé, le conseiller financier précédent n'a pas installé la bonne structure de placement. Fait que là, on est pris pour tirer le plaster d'un coup, payer de l'impôt puis recommencer. Ça fait qu'il y a des... quand on fait ça, c'est peut-être une occasion d'alimenter le CDC, compte de dividendes en capital, puis repartir sur de bonnes bases. Okay. Beaucoup de mes clients, c'est des investisseurs dans le prêt privé. Oui. Donc, ils vont placer leur argent dans l'immobilier. Oui. OK? Puis ensuite, les intérêts qu'ils font, c'est 100% imposable. Maintenant, est-ce que l'argent de prêt privé qu'ils reçoivent mensuellement en intérêt, on peut placer cet argent-là pour que ça devienne du gain en capital? Oui. Il y a moyen d'investir... Puis est-ce que quand tu dis investir, tu te parles d'investir dans la bourse? Dans les fonds, à la bourse. À la bourse. Oui, ça peut être ça, ou ça peut être dans un contrat d'assurance. Tu sais, on peut faire... Ça peut être dans un contrat d'assurance aussi. Là, intéressant. Où on va limiter le revenu de placement. Ça prend un autre podcast au complet pour en parler de ça. C'est super intéressant. J'espère que vous avez appris. Moi, j'apprends toujours. C'est pour ça que j'adore faire les podcasts. Pour finir, Simon, dis-moi si... tu devais revenir en arrière dans ta vingtaine, OK? Et tu devais donner un conseil avec la sagesse, l'expertise que tu as bâtie aujourd'hui. Tu avais 1 minute pour donner au jeune Simon un conseil. Tu rentres dans une machine à retourner dans le temps, tu vas au jeune Simon, tu parles au jeune Simon et tu dis, mon ami Simon, je vais te dire quelque chose. J'ai l'expérience, moi. Je vais te donner un conseil. Ça sera quoi comme conseil? Oui. Entoure-toi avec les bonnes personnes. Okay. Dès le départ, fais attention avec qui sont autour de toi, puis fais du sport encore plus tôt. Puis, ce serait ça. C'est pas mal ça. Fais du sport, entoure-toi des bonnes personnes. Probablement que je serais un peu moins naïf, parce que moi, tu sais, j'ai toujours tendance... Tu sais, il y a des gens qui analysent beaucoup avant de faire confiance. Tout ça, moi, j'ai fait confiance trop rapidement aux gens. C'est pas une mauvaise chose, mais en non, même temps, mais je me dirais, puis j'analyserais un petit peu plus. Peut-être que je dirais, oui, Garn, tu es un doer, on le sait que tu veux, on le sait que... Mais prends un petit peu plus de temps pour y penser à 2 fois. Peut-être qu'il y a des décisions que je ferais... À y réfléchir, je me tempérerais un petit peu. Là. Moi, dans mon cas, mais tu sais, le conseil est bon pour les gens qui me ressemblent, mais sinon, il y en a d'autres qui... Ça pourrait être, non, agis plus. Là. Arrête de réfléchir puis bouge. Là. Ben oui, ça aussi. Il y en a beaucoup qui réfléchissent trop, paralysent l'analyse. Donc, ils stockent dans l'analyse et en stockant, ils paralysent, puis ainsi de suite. Effectivement, tu as complètement raison. Et j'adore, je suis un lecteur, j'adore lire. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime lire également? Oui, à l'occasion. À l'occasion. Récemment, Dan Martel, Buy Back Your Time. Donc, ça répond à ma question. C'est un livre, je pose toujours la question, quel livre tu nous recommandes? Buy Back Your Time. Buy Back Your Time, Dan Martel, mon livre de chevet là, de la dernière année. Là. Et qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui
qui a fait en sorte que ce livre-là, ça a été ton préféré? Ben, c'est juste, ça fait réaliser à quel point on fait des choses qui ne sont pas rentables dans notre quotidien, là, nécessairement. Là, parce qu'on pense que il y a uniquement nous qui devraient le faire, tout ça, mais on ne doit pas hésiter rapidement à déléguer les tâches là, qui ne demandent pas notre Même niveau si ça coûte un peu d'expertise, d'argent. Même si ça coûte un peu d'argent, la rentabilité va venir. Là. La rentabilité est là, oui. Effectivement. Si ton taux horaire est à 500 puis tu veux exact. faire une tâche de 20$ de l'heure, comment, maman? Oui, absolument. Fais confiance. Fais si confiance. c'est fait t'es heureux à 75%, c'est une bonne moyenne. Là. Ouais. Buy back your time. La chose la plus précieuse qu'on a, c'est le temps à la fin de la journée. Tout à fait. Présentement, compte-toi chanceux que je donne mon temps à toi. Oui, vraiment chanceux, absolument. Et je me compte c'est un honneur d'avoir le temps de Simon parce que tu sélectionnes où tu veux investir ton temps. C'est super important. Simon, merci beaucoup. Et dernière question, la plus importante qu'importante. Est-ce que tu vas être là à Elevate 2025 en septembre? Elevate, on va s'organiser pour être là. Yes, sir! Merci beaucoup, Simon. Merci. T'as-tu un mot de la fin pour notre audience? Non, mais écoute, merci beaucoup, Seojan, pour l'invitation. Je vais vous dire, soyez heureux. Soyez heureux, travaillez fort, mais oubliez-vous pas. Et ceux qui veulent te contacter, que ce soit pour parler de tes produits. Oui, Leader Groupe Financier, leadergf.com. Donc, leadergf.com, comme Leader Groupe Financier. Puis, allez voir le site web. Demande de rencontre. Ça peut être tout simplement une rencontre exploratoire pour regarder où vous êtes puis comment je peux mettre toute mon expertise à votre profit. Ça va me faire plaisir de parler de votre business.